Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 17 octobre 2025 et présenté sur la meilleure télé à Ottawa, la télé de Rogers Gavino de Falco avec mon bon ami Jeremy Filosa. Comment ça va, mon chum? Oh, oh, oh! Ça va mieux qu'il y a 3 jours, on va dire. Beaucoup mieux. Incroyable! Oh! Hey! Non, sérieux! Et où la musique de funérailles? Il n'y a plus là. Je les avais enterrés vivants! Je les avais enterrés vivants! Philo, c'est incroyable! Revirement de situation! Les Blue Jays, c'est maintenant 2-2 dans la série! Let's go! Let's go! Incroyable! Écoute, Gavino, on a suivi cette équipe-là depuis le début de la saison. On connaît les statistiques, on connaît les analyses, on connaît les prouesses, les performances, les possibilités à droite et à gauche. Et finalement, on met tout ça dans le bac à recyclage parce que tout ce qui devait arriver dans les matchs numéro 1 et 2, ça a été l'inverse. Et tout ce qui s'est passé dans les matchs 3 et 4, encore une fois, ça a été inversé. Ça fait penser à George Costanza dans Seinfeld. If everything I say is wrong, then the opposite should be true. Alors voilà. Ça fait non, mais sérieux, là, je pense que je souffre de bipolarité. Oui. Parce que vous m'avez entendu il y a 72 heures, j'étais négatif au coton. J'ai dit c'était fini, personne qui lance dans ce club-là. On n'a pas d'affaires là. John Schneider qui prenait des mauvaises décisions et 48 heures après, c'est débile. C'est un revirement de situation de 180 degrés. Tout le monde frappe, tout le monde lance. Puis le gérant de l'année, c'est John Schneider. Mais sérieux. Tu sais, j'ai-tu hâte à la game à soir? J'ai-tu hâte, en tout cas. Voilà. Moi, je peux te dire que les Blue Jays, cette année, ça a été une équipe de séquences. Quand ils ont eu des séquences où ils frappaient, tout le monde frappait. Et quand ils ont eu des séquences où personne n'était capable de frapper, c'était l'inverse. Alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de journée de congé. On joue ce soir du côté de Seattle, match numéro 5. Et moi, j'ai bien l'impression que tout ça va se poursuivre dans le match de vendredi soir. Ce sera contagieux. Ensuite de ça, pause samedi. Et là, on verra s'il y aura revirement de situation à nouveau dimanche à Toronto. Mais comme j'ai dit, Gavino, moi, si tu m'avais dit ça va être 2-2 après 4 matchs, j'aurais dit OK, c'est pas impossible. Ouais. Mais de cette façon-là, non, j'y aurais jamais cru. Jamais. Tellement de gens dans mon entourage qui sont excités par rapport aux Blue Jays. Je vous le dis, là, du monde qui prenait pour les Blue Jays en cachette, mais ne voulait pas s'afficher. Et je te dis, dans les 48 dernières heures, j'ai vu du monde pratiquement avoir les larmes aux yeux et dire « Colin que j'ai out ». Sérieusement, ça regarde les matchs. S'ils sont pas disponibles, ils regardent sur leur montre intelligente à savoir c'est combien les points. Je vous le dis, si vous sautez pas dans le bandwagon, là, vous manquez quelque chose de gros. Écoute, on a une grosse émission de 28 minutes, les faits saillants, plusieurs choses à dire, plusieurs statistiques, des tableaux et tout. Écoute, Philo, c'est vrai qu'on était inquiet après les 2 premiers matchs. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le 3e match. Bieber donne un circuit de 2 points, je pense en première manche et tout ça. Et là, ton meilleur ami, là, celui que tu disais, je suis plus capable de le voir. Mais moi, j'ai dit Andrés Giménez, pas d'affaire là. Écoute, ça s'avère être peut-être le joueur le plus utile de la série de championnat. En tout cas, un des 2 joueurs avec Vladimir. On regarde. Un des coups de circuit les plus importants de la saison, Andrés Giménez contre Seattle dans le 3e match. Fly ball, right center field. It's hit well. Robles going back. It's gone. Andrés Giménez launches one to right to tie the game. Incroyable. Non. Incroyable. Jiménez, écoute, j'y ai lancé le pot toute la saison, mais là, je suis obligé d'y lancer les fleurs. C'est son meilleur passage avec les Blue Jays depuis la semaine 1 de la saison. Tu te souviens, il avait frappé 3 circuits en 4 matchs. Mais là,
2 circuits. Il a été la bougie d'allumage de cette équipe-là. 5 coups sûrs en 2 matchs, 6 points produits. Non, vraiment, là, il se réchauffe au bon moment. Si Jiménez est capable de donner un coup de pouce à cette attaque-là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Et vraiment, là, dans ces 2 rencontres-là, on n'a pas le choix que de lui lever notre chapeau. Puis il a dit après les matchs, tout ce que je tentais de faire, c'est frapper la balle devant le marbre pour m'assurer de la frapper du côté droit du terrain. Ben, Andrés, fais ça plus souvent, parce que ça va. Non, mais sérieusement, ce gars-là, il frappait 4e au début de la saison. Tu t'en souviens, dans la première semaine là, du baseball majeur cette année, Jiménez frappait 4e, frappait 3 coups de circuit dans la même semaine. On disait, coudonc, c'est-tu vraiment un 4e frappeur? Là, maintenant, la saison est on the line, frappe 9e, puis ton 9e frappeur est pas supposé être la bougie d'allumage puis frapper des coups de circuit. Je te le dis encore une fois, le bas de l'alignement qui fait des dommages du côté des Blue Jays, que ce soit IKF, Ernie Clement ou bel et bien notre ami Jiménez, ils se rendent sur les buts. Jiménez joue du gros baseball, dépose des amortis, fait avancer des coureurs. Je te dis, pour moi, ça a été une prestation débile et ça a donné confiance à Shane Bieber. Et avec l'attaque qu'il y a eu, là, on sait qu'en 3e manche, les Blue Jays ont marqué 5 points, n'ont plus jamais regardé derrière. Victoire de 13-4. Et justement, encore une fois, hier, les Blue Jays jouent du baseball de rattrapage. Je pense que les Blue Jays aiment mieux jouer du baseball de rattrapage que être en avance dans les 5 premières manches. Regardez encore une fois le coup de circuit déterminant de Andrés Jiménez dans le match numéro 4. On regarde. A well-hit ball to right field, going to backhand zone. It's gone! He did it again! Second night in a row that Andrés Jiménez hits a 2-run homer. Deja vu again. How about that? And that is simply a product of having a great mindset. Écoute, comme on dit, Gavino, même une horloge brisée va te donner la bonne heure 2 fois par jour. Ben, les 2 fois pour Jiménez, c'était dans le match numéro 3 et dans le match numéro 4. Mais moi, ce que j'ai le plus apprécié, tu l'as mentionné, c'est pas parce qu'il a sorti la balle du stade 2 fois qu'il connaît pas son rôle. Puis plus tard dans cette même rencontre-là, il dépose un amorti qui mène à 2 points. Il y a eu 2 amortis sacrifices dans cette rencontre-là qui ont mené à 3 points très importants. Alors pour moi, ça me démontre que le gars, il est all-in. Maintenant, j'espère juste que ça puisse se poursuivre là, pour encore 2 semaines. Jiménez qui frappe pour 310 dans les séries. Là, il est maintenant une fiche de 9 en 29, 2 coups de circuit, 8 points produits, ce qui est 2e derrière Vladimir Guerrero, et seulement retiré sur des prises 3 fois en 29 présences. Donc, il met la balle en jeu. Et également, hier, là, j'ai adoré son amorti sacrifice. Absolument. Pas à son 3e essai. Là. Non. Parfaitement déposé le long de la ligne du 3e but. Et c'est comme ça on veut que les Blue Jays l'emportent. Oui, il y a de la longue balle comme dans le match numéro 3. Mais lorsqu'on manufacture des points... Moi, je te le dis, là, j'adore ça et je suis très excité dans mon salon. J'aime mieux lorsque les Blue Jays manufacturent 1 ou 2 points qu'un circuit de 3 points et vice-versa. En tout cas, j'adore. Parce qu'on sait que c'est comme ça qu'ils vont gagner des matchs. Tu sais, on regarde un peu la performance dans le match numéro 4. Tu viens de le mentionner. On a frappé quelques circuits. On a déposé 2 amortis. On a fait marquer 3 points sur ces amortis-là. On a eu des jeux défensifs extraordinaires comme on a vu toute la saison. Barger, qu'on a rechippé dans le champ, parce que Santander, on va parler de Santander tantôt, mais on a rechippé Barger dans le champ. Il avoue à Hazel May avant le match que pas sûr, c'est un bon petit bout de temps que j'ai pas joué là. Je sais pas où vont être mes repères. 2 catchs extraordinaires et un relais de toute beauté aussi pour épingler un coureur au 3e. On va regarder tout de suite le relais et ça fait une différence dans le match parce que si Seattle a des coureurs en position de marquer, là tout d'un coup le vent change de bord et on ne sait pas comment ça va tourner. On regarde le relais d'Addison Barger au 3e but. Polanco is on his way home. The throw to third is in time. They get the out at third. Sérieusement, là, tu t'en vas où comme coureur?
Josh C'est Naylor, 5 à en plus, 2, là. 2 coureurs sur les buts, le point égalisateur est au bâton. Non, mais sérieusement, le coureur, il a pensé à quoi? Il y a quelqu'un qui a pas fait ses devoirs, là. Lorsque Addison Barger joue au 3e but, as-tu vu le relais à la canne Caminiti, un plomb? Là, t'es votre joueur de droite est pas frappé à la clôture, le ballon, dans l'entre-champ. Un jeu d'enfant pour Barger. C'est comme s'il avait remis la balle au premier but, je te dis, un plomb, même pas proche, comme dirait Roger. Même pas proche. Faut oublier que Josh Naylor, là, qui a quand même un très bon pourcentage d'efficacité sur des vols de but, mais au niveau de sa vitesse, il est dans le dernier tiers du baseball majeur. Mais comme tu viens de le mentionner, Barger n'avait pas joué dans le champ depuis le début du mois de septembre. Ouais. Alors, est-ce que les Mariners ont peut-être oublié de faire ce travail d'étude-là pour dire à leurs joueurs, « Hey, attention à lui là, dans le champ droit. S'il a la balle, il peut lancer fort. » Et le relais au 3e but, 94 000 à l'heure de la part de Barger. Mais encore une fois, John Schneider qui nous surprend dans le 4e match. On s'est dit, bon, il va revenir possiblement avec le même alignement qui a marqué 13 points dans le match numéro 3. Non, il fait confiance à IKF, un joueur à qui, au mois de la date limite des transactions et tout ça, il y a le départ au 2e but, puis encore une fois, il fait le travail, il embarque sur les buts, puis Jimenez circuit de 2 points. Tu sais, tout le monde participe au party, Philo. Les 26 joueurs sont impliqués de près ou de loin dans les succès des Blue Jays. Écoute, IKF, là, il est rentré dans le match tardivement à cause de la blessure à Santander. On va en parler dans quelques instants, mais tu parles de ça. IKF avait d'excellentes statistiques en carrière contre Castillo, donc on n'a pas hésité à le rentrer dans l'alignement. Aussi, plus tard dans le match, on remplace Barger et on met un coureur suppléant, Straw, et la vitesse de Straw permet aux Blue Jays de venir marquer 2 points sur la séquence où on avait déposé un amorti. Encore ça, une décision qui porte fruit pour John Schneider. Mais juste pour récapituler, Santander qui s'est levé avec des douleurs au dos hier. Schneider, à un moment donné, il doit prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Je finis la série avec un joueur en moins ou je le retire de ma formation, sachant très bien que ça met un terme à sa saison parce qu'il est automatiquement inéligible pour la Série mondiale. On a pris cette décision, donc Santander, c'est terminé pour cette année. Lo Perfido embarque et au besoin, il est là sur le banc pour John Schneider. Je crois, une bonne nouvelle pour les Blue Jays parce que Anthony Santander ne frappait absolument rien. Depuis le début des séries, il se cherchait. Il est encore au camp d'entraînement, du camp d'entraînement. Donc, Anthony Santander, on va se revoir au mois d'avril l'année prochaine. Gavino, moi, là, je suis prêt à tourner la page puis recommencer à zéro avec Santander au camp d'entraînement l'année prochaine. Mais au moment où on se parle, tu viens de le mentionner, il n'était pas rendu là dans son avancement, dans sa progression pour pouvoir aider les Jays en série. Une des belles histoires dans les séries cette année, il a juste lancé une fois, là. Pas habillé dans la première série, Enragé Max, Max, qui avait pas lancé depuis le 24 septembre dernier, s'était fait cogner contre les Red Sox. 5 manches, 4 points. Avant ça, contre les Royals, le 19 septembre, 2 tiers de manche, 7 points. On se gratte la tête, on se dit tabarouette, pas d'affaire à embarquer Max Scherzer. Amène-moi Eric Lauer. Non, Scherzer arrive là avec une attitude de gagnant, de conquérant, de champion. Il te lance 5 manches et 2 tiers, 2 points, des retraits au bâton épiques, comme quand il avait 25 ans. Débile performance de Max Scherzer. Avant, justement, de parler de l'échange avec John Schneider, parle-moi de la performance débile de Enragé Max. Ben, écoute, il faut retourner au début de la saison où on était tous excités d'arriver de Max Scherzer. On savait pas trop à quoi s'attendre. Il manque la première moitié de la saison à cause d'une blessure. Il nous donne des belles performances au milieu de l'été. Mais comme tu viens de le mentionner, la chaîne débarque à la fin de la saison. 25 points mérités à ses 6 derniers départs en saison régulière, à un tel point où John Schneider dit à Scherzer, écoute, j'ai pas besoin de toi, malheureusement, dans la première série face aux Yankees. Et là, on le ramène. Et en première manche, Gavino, j'étais pas certain. 2 buts sur balle. Il avait de la misère à trouver la zone des prises. Et boy, il s'en sort. Donne un circuit en solo à Josh Naylor. Je me dis, OK, c'est 1 point. Mais finalement, après, on voit que le capitaine est capable de ramener le bateau au centre et vaguer vers en avant. Et surtout, tu viens de le mentionner, en 5e manche,
Quand John Schneider sort de l'abri, puis on sait que ça veut dire quoi quand John Schneider sort de l'abri? Le lanceur sort du match. Et là, Scherzer de le regarder en pleine face puis dire « Hey, toi, va t'asseoir. J'ai pas fini de travailler. Let's go. » Puis Scherzer, il s'est retourné. Schneider s'est retourné de bord, retourné au banc. Puis les joueurs de position qui étaient dans le caucus, ils retournent tous à leur position en riant parce qu'ils ne reviennent pas de ce que Scherzer vient de dire. Puis là, il complète la manche et va chercher 2 retraites plus en 6e. Vraiment, là, sublime de la part de Scherzer. On regarde des images qui ont fait le tour des bulletins de nouvelles en Amérique et à travers le monde. On regarde. Max sure doesn't think he's coming out there to say you get one more hitter. Scherzer's 1-2 pitch. Curve strikes him out. Max Scherzer defying father time. T'sais, on peut lire sur ses lèvres, il dit « No, je sors pas. » Non. As-tu vu le niveau d'intensité de Max Scherzer? C'est pas un match là normal du mois de juin, là, ce qui fait 23 degrés contre les Twins du Minnesota. Non, il sait que peut-être c'est son dernier départ dans sa carrière, là, mais c'est un compétiteur débile, puis les vétérans font le travail du côté des Blue Jays. C'est un gars qui a été signé, j'ai regardé des archives, là, Philo, le 4 février dernier. 15,5 millions de dollars, et c'est pour ce match-là du 16 octobre que les Blue Jays l'ont signé. Ils ont dit, lorsqu'on va avoir un match puis la saison va être déterminante, ça va être qui notre gars? Ça va être Max Scherzer, Mad Max, et il a pas déçu. As-tu vu l'inspiration envers ses coéquipiers et le respect entre John Schneider et Max Scherzer? Je pense que même que John Schneider, il a dit, tu sais quoi? Je pense qu'il y a encore du gaz dans le canis. Je pense pas que John Schneider avait l'intention de les débarquer. Et Mad Max a répondu avec une balle glissante, sublime. 3e prise, on rentre dans l'abri. Écoute, je pense qu'il faut parler aussi de la performance de Bieber la veille. Parce qu'on se posait aussi des questions sur comment il va sortir Bieber. Il s'était fait ramasser par les Yankees la semaine précédente. Et la performance inspirante de Bieber dans le match numéro 3 assurément a donné de l'information à Scherzer. Ces deux gars-là, c'est 2 des meilleurs lanceurs du baseball majeur. Alors, Bieber s'est sûrement assis avec Scherzer après le match, de dire « Hey, check ça, cette affaire-là, tel frappeur-ci, tel frappeur-ça. Voici la séquence que j'ai utilisée contre tel gars, tu vas peut-être vouloir faire pareil et tout ça. » Donc, moi, je pense que la performance de Bieber a vraiment aidé aussi Scherzer dans son départ. Vladimir Guerrero, qui a été critiqué dans les 2 premiers matchs. On le sait ici au podcast des Blue Jays, on disait, écoute, le regard creux de Vladimir, il n'y a pas d'émotion, c'est fini. Si Vladimir, il débarque, nous autres ici, on débarque. Et il nous a fait mentir dans le match numéro 3 et numéro 4, des statistiques incroyables. Il regarde la balle comme un ballon de plage présentement. Il frappe des kilomètres de coups de circuit. On regarde un de ceux-là. Guerrero with a fly ball to right. He's hit it well. It is gone. Just enough to get it out of here. His 5th home run of the postseason, and it is 6-2. What a hitter. What a hitter. That's his 5th postseason home run. That's the most any Blue Jay has hit in a single postseason. He was tied with Jose Bautista, who had 4 in 2015. Ça a l'air qu'en retournant au banc, il a dit à ses coéquipiers « The Mariners lose! The Mariners lose! » Ben, en revenant à ça, Philo, il s'est mis une tonne de pression la semaine dernière lorsqu'il a dit « The Yankees lose ». Je m'excuse, là, c'est pas encore la série mondiale, mon Vlad. Là. Et là, il a répondu, il a mis l'équipe sur ses épaules. Match numéro 3, numéro 4, frappé des coups de circuit. 4-4 dans le match numéro 3. Aurait pu obtenir le carrousel. Oui. Mais regarde, c'est pas grave. Vladimir, Carlos Faiblesse l'a arrêté. Oui, je sais. Hey, écoute, Vladimir dans les séries. Présentement, 455 de moyenne. Oui, 455 de moyenne, 15 en 33, 2 doubles, 5 coups de circuit en 8 matchs, là. 5 coups de circuit, 11 points produits. Et je t'ai dit, il y a une semaine, jour pour jour, que si Vladimir est hot, il n'y a personne qui va arrêter les Blue Jays. Là, présentement,
Je sais pas si les Mariners vont être prudents avec lui dans les 2-3 prochains matchs, mais t'as pas le choix de le respecter, là, Vladimir, Oui. parce qu'il va te faire mal. C'est le meilleur frappeur du baseball actuellement. Il est chez nous avec les Blue Jays, Philo. Écoute, tu as juste à regarder son élan, puis tu vas savoir s'il est dans sa game ou s'il ne l'est pas. Dans les 2 premiers matchs de cette série-là, son élan ressemblait à celui qu'on avait vu en fin de saison. Mais sans Bichette dans l'alignement, on savait que ça prenait une contribution importante de Vladimir Guerrero. Et malgré, comme tu viens de le dire, les 2 premiers matchs de cette série-là face aux Mariners, où il a été 0-7, ses statistiques sont absolument incroyables. 5e circuit en séries éliminatoires, c'est un nouveau record. Je le répète, j'ai toujours des records à chaque Oui, c'est vrai, émission. c'est vrai. Nouveau record de l'histoire des Blue Jays pour le nombre de circuits en une série, un mois d'octobre, là, donc une séquence de séries éliminatoires pour Vladimir Guerrero. Alors, écoute, Mais- il est là, il est dangereux. Et on va comme regarder tu dis, quelques oui, tableaux, Philo, là. Regarde ça, les tableaux des Blue Jays. Tu parles de record après record après record après record. George Springer, on n'en parle pas, mais il est juste rendu à 22 coups de circuit d'après saison. Malade. Et regardez, Vladimir Guerrero, encore une fois, record. Sérieusement, celui qui fait l'infographie des Blue Jays là, cette année, là, je pense qu'il a écrit le mot record 308 fois Ouais. dans ses tableaux. Parce que à chaque fois que les Blue Jays gagnent, ils fracassent quelque chose. Et là, présentement, les Blue Jays ne sont qu'à 2 victoires d'une participation en Série mondiale pour 2025. Mais c'est loin d'être fini. Ben parce oui. que, bon, les Mariners ont un bon groupe de joueurs, ont des bons frappeurs et des bons lanceurs. Mais qu'est-ce que tu vois dans le match numéro 5 et numéro 6? On sait que numéro 5, c'est Kevin Gausman. Lui qui n'avait pas été impliqué dans la décision. Non, il a perdu parce que il y a la fameuse balle passée, là, le mauvais lancer de Brendan Little. Mais rien à se reprocher pour notre ami Kevin Gausman. 76 lancés. Un lancé l'autre bord de la clôture. On sait que c'était à Cal Raleigh. J'espère que mon ami John Schneider va être un peu plus patient avec KG ce soir. Ben, écoute, là, on va faire notre analyse à 2 scènes qui va se retrouver au recyclage, comme j'ai dit en début d'émission. Mais logiquement, les Blue Jays devraient être avantagés dans le match de ce soir pour la simple et unique raison que là, Bryce Willis, ils vont l'avoir vu et ils vont l'avoir étudié. Et les Blue Jays, normalement, devraient pouvoir être en mesure de faire meilleur contact contre lui ce soir. Bryce Miller, j'ai pas dit. Je pense Bryce que Miller, oui, Bryce Miller. Bryce Miller. Alors, il devrait être capable de faire un meilleur contact qu'ils ne l'ont fait dans le match numéro 1 de cette série-là. Aussi, on espère que John Schneider a appris de sa leçon du match numéro 1 et que si Scherzer est moyennement potable dans cette rencontre-là, puis est rendu en 5e, 6e manche, on va le laisser compléter le travail parce que on le sait, il y a certains releveurs qu'on a amenés dans cette rencontre-là qui n'ont pas fait le travail. Alors, je vois les Blue Jays être favorisés dans le match numéro 5. Buster Olney a dit, maintenant que la série est égale 2-2, je donne haut la main l'avantage aux Blue Jays d'ici la fin de cette série. Mais comme on a dit tout à l'heure, souvent, là, c'est l'inverse de ce qu'on pense qui arrive. On va regarder des images du dernier retrait du match hier avec Sir Anthony Dominguez au monticule et on revient. And now it's over. Dominguez strikes him out to finish it off. And the Blue Jays have taken the first 2 here in Seattle to even up this series at 2 wins apiece. Blue Jays scored 4 runs at Rogers Center in the first 2 games, and they've scored 21 runs here at T-Mobile Park in Seattle, and they have... Écoute, j'aime le fait là, que en relève, Gavino, on brasse les cartes, on brasse la soupe. On a fait rentrer Hoffman en 8e manche. Oui, comment ça se fait qu'on le fait lancer en 8e manche contre le haut de la formation, les premiers, 2e et 3e frappeurs, et Hoffman a retiré les Mariners dans l'ordre. As-tu l'impression que Schneider a brûlé des cartes en envoyant Hoffman contre les meilleurs de l'autre côté et ça peut être un facteur plus tard dans la série? Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense pas. Okay, il a lancé une manche, c'est pas la fin du monde. Il a redonné encore une fois sa confiance à Hoffman pour lui dire c'est le top d'alignement qui s'en vient, c'est toi mon numéro 1, c'est toi qui y vas. Et ça va faire en sorte que dans cet enclos de relève, peu importe qui tu es, on peut faire appel à toi à n'importe quel moment. Si ce soir, il y a un moment clé
où c'est le haut de l'alignement qui se présente, puis on est en 6e manche ou 7e manche, c'est pas impossible qu'on fasse appel à Hoffman. Et ça, Hoffman doit le savoir que c'est sur lui qu'on va compter sur les moments les plus importants, pas nécessairement seulement en 9e manche. Match numéro 5, bon, ce soir. Match numéro 6, dimanche, à Toronto. Et là, en principe, c'est le jeune Trey Savage qui devrait avoir le départ pour la deuxième fois de la série. Mais, je te pose la question. Chris Bassitt, qui a lancé une manche et 2 tiers, qui a rien donné contre les Mariners dans le deuxième match, je crois, dans la série. Est-ce que John Schneider, présentement, pense à la possibilité d'inviter tout le monde au party et d'envoyer Chris Bassitt, ton vétéran qui lance très bien au Rogers Center, au profit de Trey et Savage, peut-être un peu plus tard en relève? Qu'est-ce que t'en penses de mon point? Bassitt comme partant dans le 6e match, un peu à la Max Scherzer de hier. Pas impossible, mais peu probable, OK? Parce que Bassitt a été dominant cette année au Rogers Center. Le match numéro 6 aura lieu au Rogers Center à Toronto. Faut pas oublier que Bassitt revient quand même d'une blessure. Il dit qu'il est correct, là, ses maux de dos vont bien. Mais ça fait quand même un bon bout de temps qu'il n'a pas obtenu un départ où il est allé lancer 5-6 manches. Mais on le sait, Chris Bassitt, il a un bras en caoutchouc. Tu sais, je veux dire, non, mais c'est vrai. Mettons que tu avais besoin de 60 tirs de Chris Bassitt ce soir ou dimanche, il serait capable de te les donner. Je comprends. Sauf que, écoute, il n'a pas lancé 6 manches depuis le 1er septembre contre les Reds de Cincinnati. Depuis ce temps-là, 5 manches, 4 manches et un tiers. Et lui aussi, il n'avait pas lancé depuis le 18 septembre contre les Rays de Tampa Bay. Mais regarde, ça veut dire quoi? Ça veut absolument rien dire. Scherzer t'a donné à peu près 88 lancés, puis il y a la victoire hier. Oui, puis c'est pas impossible qu'on fasse ce qu'on a fait dans les bullpen days, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui rentre, par exemple, mettons Bassitt te lance 2 manches ou 3, puis après ça, tu rentres avec Savage. C'est pas impossible. Ou l'inverse, je ne sais pas. Au moment où on se parle, John Schneider garde ses cartes près de lui, puis je le comprends. Il veut pas dévoiler son jeu pour le match numéro 6, qui, on sait, aura lieu. Assurément, il y aura un match numéro 6 dimanche soir à Toronto et possiblement un match numéro 7 lundi. On espère de ne pas se rendre là. Gavino, on va être bien honnête, là. Peut-être avec un Shane Bieber au monticule. Mais cette semaine-là me fait beaucoup penser à la dernière semaine de la saison régulière. Souviens-toi, les Blue Jays avaient échappé les 2 premiers matchs face aux Red Sox et ils avaient besoin de gagner les 4 matchs suivants pour s'assurer du championnat de division. Ils l'ont fait. Est-ce qu'ils sont capables de répliquer encore une fois cette semaine et gagner vendredi soir et dimanche soir et mettre un terme à cette série? C'est ce qu'on espère. C'est déjà la fin du reportage. Là, vous changez de poste et vous écoutez les Blue Jays et on va probablement faire un autre show au début de la semaine en espérant que les Blue Jays remportent la série contre les Mariners. Au nom de Jérémy Filosa, ici Cafino qui vous dit à très bientôt et go Jays, go!